Donc, nous allons démarrer notre séance d'aujourd'hui qui est la 6e séance. On a fait 5 ou 6 séances avant, je ne sais pas si c'est la 6e ou 7e. Séance qui rentre dans le cadre de cette intervention ou cette action citoyenne menée dans le cadre de confinement RFDA. L'objectif de notre cours, c'est de donner aux participants à cette formation donc, une formation de base en analyse de données, notamment quantitative multidimensionnelle. On a fait appel à plusieurs techniques dans le cadre des différentes séances, des techniques statistiques. On a commencé par univarié, bivarié, et par la suite, on a fait des techniques de multivarié. L'objectif, c'était d'expliquer ces méthodes, ces différentes méthodes, et d'insister beaucoup plus sur la partie d'interprétation des résultats donnés par les méthodes en faisant appel au logiciel SPSS et en se basant sur les résultats affichés par le logiciel SPSS. J'ai déjà commencé directement par les résultats, donc en supposant que vous n'avez pas de problème avec le logiciel SPSS. Mais s'il y a des personnes qui estiment qu'ils ont un problème avec SPSS, on peut faire une séance dans laquelle ça peut être sous forme de vidéo ou même un Zoom ou n'importe quel autre moyen pour expliquer comment vous pouvez, par exemple, dans le cadre d'une enquête ou d'une étude, comment vous pouvez, par exemple, importer un fichier Excel et faire le codage de données, par exemple, avec Excel, ou une enquête de terrain menée, par exemple, sur Google Forms ou n'importe quel autre outil, et par la suite, comment, par exemple, l'exporter de Excel vers SPSS et attaquer l'analyse de données, des différentes techniques d'analyse de données. Je vais essayer de faire un petit rappel de ces techniques avant de passer à la méthode d'aujourd'hui qui sera l'analyse discriminante ou l'analyse factorielle discriminante. Lorsqu'on parle de l'analyse de données, il y a donc 3 familles de méthodes qui peuvent être rangées par la suite en 2 grandes familles. Et il y a les méthodes de visualisation et de description. Il y a la deuxième famille de méthodes, c'est les méthodes qu'on appelle les méthodes de classification, de structuration. Et la troisième famille de méthodes sont les méthodes d'explication ou de prédiction de type scoring qu'on va faire aujourd'hui. Les méthodes de visualisation et de description, ce sont les méthodes qui visent à donner une compréhension synthétique de l'ensemble des données en se basant sur les statistiques élémentaires. Et là, on fait appel notamment à l'analyse univariée, on analyse une seule variable, et l'analyse, comme on a vu le premier jour, la première séance de notre intervention, il peut être sous forme de tableaux et de graphiques. Donc là, les statistiques élémentaires, c'est-à-dire les indicateurs tendance centrale ou dispersion, les graphiques diagrammes battants, les histogrammes, les liages de points, ainsi de suite. Donc ça, c'est notamment dans le cadre de l'analyse univariée ou même bivariée. Il y a la deuxième famille de méthodes, ce sont les méthodes de classification et de structuration, ayant pour objectif de former des groupes de personnes homogènes ou de groupes d'individus homogènes, la classification hiérarchique, classification, donc les nuées dynamiques, camines, typologie, ainsi de suite. Plusieurs techniques font de la classification, qui peut être une classification supervisée ou non supervisée, on va revenir à ce concept. Troisième famille de méthodes, ce sont les méthodes d'explication et de prédiction, comme on a dit, de type scoring. On a fait une méthode d'explication. Parmi ces méthodes d'explication, on a fait la régression multiple, si vous vous rappelez très bien, pour ceux qui ont assisté avec nous les séances précédentes. Il y a d'autres méthodes comme les arbres de décision, les réseaux de neurones ou l'analyse discriminante, qui sera l'objet de la séance d'aujourd'hui, ayant pour objectif de trouver une méthode permettant de trier les individus en fonction des probabilités de comportement, en tenant compte bien sûr de la nature des variables. Ces 3 familles de méthodes peuvent être rangées en 2 grandes familles.
on peut parler de méthode d'analyse factorielle et de méthode de classification automatique, ou de classification, tout court, hein, pour éviter le terme classification automatique. Donc, on peut ranger les trois familles dont on vient de parler en deux grandes familles, des méthodes d'analyse factorielle et des méthodes de classification. Et ces deux grandes familles, ils ont pour objectif de résumer l'information d'un ensemble de données. Et ces deux méthodes ne sont pas des méthodes concurrentes, mais elles sont des méthodes complémentaires où parfois on peut faire appel à deux méthodes pour donc arriver à l'objectif fixé à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, on a fait l'ACP, la régression multiple, et on a vu qu'avec l'ACP, il faut éviter la multicollinéarité entre les variables explicatives. Donc, je peux faire appel à l'avance, par exemple, je peux faire appel à la méthode de régression multiple, et par la suite, je passe à l'ACP. Comme aujourd'hui, on va faire l'analyse discriminante, je peux faire, avant de faire, par exemple, une analyse discriminante, je peux faire appel à l'ACP pour réduire les dimensions, et par la suite, je peux donc compléter mon analyse avec une analyse discriminante. On dit que les deux méthodes sont des méthodes qui sont, les deux familles de méthodes sont des méthodes qui sont complémentaires et ne sont pas concurrentes. C'est-à-dire que dans le cadre de votre analyse, en fonction de l'étude que vous aurez, c'est possible que vous aurez besoin, par exemple, dans le cadre d'une thèse de doctorat, de faire appel à deux méthodes pour valider vos hypothèses de recherche. Ce qui fait, il y a certains qui disent, est-ce que je vais faire cette méthode ou l'autre? En fonction de la problématique qu'on a, on peut parfois faire appel à deux méthodes parmi ces méthodes, que ce soit de classification ou de factorisation, pour valider nos hypothèses de recherche. Donc, on peut associer donc, des méthodes de classification avec des méthodes factorielles. Par exemple, je peux faire l'ACP et l'AFC à la fois, ou ACP et régression multiple. Lorsqu'on parle des méthodes factorielles, comme on a fait la séance dernière, ce sont des méthodes ayant pour objectif de résumer l'information d'un ensemble de variables en un nombre réduit de variables en minimisant la perte d'information. Et ce nombre de variables, les nouvelles variables, on les appelle les facteurs ou les dimensions ou les axes factoriels. Donc, on a un nombre de variables élevé et nous cherchons à construire ou à former à partir de ces variables de nouvelles variables synthétiques qu'on appelle les facteurs ou les axes. Et ça nous permet également de faire la classification par la suite des individus en groupes homogènes. Il y a la deuxième famille de méthodes, ce sont les méthodes de classification qui ont pour objet de classer les individus d'une population quelconque en groupes homogènes. C'est seulement que en combien de classes on va les classer ou on va les affecter, combien on aura de groupes ou de classes homogènes, de personnes, ça se diffère en fonction de la méthode qu'on a. Est-ce qu'on parle d'une méthode de classification supervisée ou d'une méthode de classification non supervisée? Si on parle d'une classification supervisée, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance le nombre de classes. Par exemple, l'exemple le plus simple qu'on peut prendre ici, c'est le scoring. Dans le cadre, par exemple, d'une banque, on cherche la solvabilité des clients. On a deux classes, soit le client il est solvable, un bon payeur, soit il est un mauvais payeur. Donc, on a deux classes, on sait à l'avance combien on a de classes de clients, les bons clients et les mauvais clients. On parle dans ce cas d'une classification supervisée, parce que le nombre de classes, il est défini à l'avance. Ça peut être une technique de classification, mais non supervisée. Elle est dite non supervisée parce qu'on ne sait pas le nombre de classes à l'avance. On va regrouper les données en groupes homogènes, mais on ne sait pas combien on aura de groupes. Dans ce cas, on dit que la technique de classification est dite une technique de classification non supervisée. Le choix d'une méthode parmi les méthodes auxquelles on a parlé dépend également de la nature de variable, comme on a vu dans les séances précédentes. Et on a vu également que la variable elle peut être, comme il est connu pour tout le monde,
une variable soit quantitative, soit qualitative, et également en fonction de la nature ou la fonction de la variable dans l'analyse. Donc, elle dépend, un, de la nature de la variable ou de son type, est-ce qu'elle est quanti ou quali, et deuxièmement, est-ce que la variable est une variable qui est active, qui va entrer dans notre analyse, ou seulement une variable illustrative, soit illustrative, on l'appelle supplémentaire. Par exemple, si je reviens à la CP, est-ce que cette variable va entrer dans la formation et la composition de notre axe factoriel, et dans ce cas, on parle d'une variable active, ou c'est seulement une variable supplémentaire qui va nous aider, par exemple, à donner un sens à notre facteur, c'est-à-dire à donner un nom à notre facteur. Et dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une variable seulement illustrative ou supplémentaire. Et parfois, dans certaines études, tant qu'on a parlé l'autre fois de la causalité, on peut avoir ce qu'on appelle des variables cachées. C'est-à-dire que je peux avoir une corrélation entre deux variables qui est due à une autre variable qui est cachée. Par exemple, je peux trouver qu'il y a une relation entre le salaire et l'âge. Et il y a certains qui vont dire, mais il n'y a pas de relation entre le salaire et l'âge. Le salaire ne dépend pas de l'âge. C'est possible que cette relation entre le salaire et l'âge, elle est due à l'existence d'une autre variable qui est cachée, qui est l'expérience, par exemple, l'ancienneté. Donc, l'âge ne représente pas l'âge de la personne en réalité, mais c'est l'expérience qui a influencé sur le salaire, et non pas l'âge qui a influencé sur le salaire. Donc, on dit que dans ce cas, on a des variables qui sont cachées. En fonction de type de variable, on peut distinguer les deux grandes familles. Soit les méthodes sont explicatives, soit les méthodes sont descriptives. Donc, on a fait dans le cadre des méthodes descriptives, on a fait la séance dernière, on a fait l'ACP, où il y avait toutes les variables sont quantitatives. On a fait avant également la méthode de régression linéaire simple et multiple même. On avait une variable à expliquer qui est quantitative et l'ensemble des variables explicatives également sont donc quantitatives. Donc, il y avait y qui est la variable dépendante à expliquer quantitative et l'ensemble des variables explicatives, les xi, sont également des variables qui sont quantitatives. Aujourd'hui, on va faire appel à une autre méthode, des méthodes explicatives, où nous aurons la variable à expliquer maintenant qualitative et non pas explicative. Nous cherchons à expliquer une variable qui est qualitative par un ensemble de variables qui sont quantitatives ou parfois binaires. On peut faire appel dans ce cas à l'AFD, l'analyse factorielle discriminante. Nous cherchons à expliquer. L'objectif de la méthode d'aujourd'hui, c'est d'expliquer une variable qui est dépendante, qui est dite une variable dépendante ou à expliquer, qui est la variable y et qui est qualitative par un ensemble de variables dites explicatives ou indépendantes et qui sont des variables quantitatives. Dans ce genre de situation, on fait appel à l'analyse discriminante, qui est donc, la méthode qui fera l'objet de notre séance d'aujourd'hui ainsi que la séance prochaine, parce que, comme ce que j'ai fait avec l'ACP et même la régression, j'ai essayé de diviser la séance d'aujourd'hui et la méthode d'analyse discriminante en deux séances, vu qu'on ne peut pas faire la partie théorique d'expliquer le principe et de faire un exemple ou deux. Donc, normalement, je vais essayer de faire deux exemples comme ce que j'ai fait avec les autres méthodes, de faire deux exemples illustratifs avec SPSS en une séance, ce n'est pas évident. Donc, c'est la raison pour laquelle je divise la séance, ou je divise la méthode en deux séances. Donc, aujourd'hui, on va faire la première partie de cette partie d'analyse discriminante et la séance prochaine, on va essayer de faire la suite de la partie d'interprétation et d'analyse avec le logiciel SPSS. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne viens pas voir les commentaires ici. C'est bon. Donc, nous allons entamer notre partie d'analyse discriminante et qui est connue beaucoup plus avec le terme scoring. Soit on l'appelle soit analyse discriminante ou analyse factorielle discriminante, et dans certains cas, vous pouvez trouver l'appellation scoring.
L'objectif de l'analyse discriminante, c'est d'étudier la relation, comme je viens d'expliquer, entre une variable qualitative Y, qui est la variable dépendante. Donc, la variable dépendante, elle est qualitative, et un ensemble de variables explicatives qui sont des variables quantitatives. Et la méthode, elle est très utilisée au niveau des banques et des assurances pour le scoring, par exemple, au niveau des banques pour étudier la solvabilité des emprunteurs. Donc, est-ce qu'on a on a deux catégories de clients. Est-ce que on a des bons payeurs ou des mauvais payeurs, ou lorsqu'on a un nouveau client qui va venir pour avoir un crédit bancaire. Donc, à travers la technique de scoring, je peux détecter est-ce qu'il s'agit d'un bon client ou d'un mauvais client, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un bon payeur plutôt ou d'un mauvais payeur. De même, au niveau des assurances, on peut parler donc de bons risques et de mauvais risques. Et pour cela, on fait appel à un échantillon qu'on appelle un échantillon d'apprentissage. Parce qu'il y a certains qui vont dire, mais sur quelle base on peut dire que c'est un bon client ou un mauvais client? On fait appel à un échantillon d'apprentissage parce que la technique, on l'appelle une technique supervisée. On a déjà le nombre de classes, elle est définie comme on a défini le nombre de classes sur la base de l'échantillon d'apprentissage. Je vais revenir à ce concept d'échantillon d'apprentissage. Lorsque je vais traiter l'exemple, par exemple, de la banque, je peux revenir à ce concept d'échantillon d'apprentissage. Donc, on a un tableau de données, comme on a vu avec la CP, qui est composé de n individus, n observations et de p variables. Les p variables explicatives sont quantitatives. On peut avoir une variable binaire parmi ces variables, des variables binaires qu'on peut codifier avec SPSS. Et le plus important, c'est que le nombre de variables explicatives devrait être inférieur au nombre d'individus. Ça, c'est une condition parmi les conditions pour l'application de l'analyse discriminante, c'est qu'il ne faut pas avoir un nombre de variables explicatives qui est assez élevé et qui dépasse le nombre d'observations que vous avez. Et la variable qualitative, qui est la variable dépendante ou la variable à expliquer, il prend qu'à modalité. Hein. Ça peut être au minimum 2, bien sûr, 2 groupes, donc, et ça peut être 3 et plus. Hein. Le plus important, c'est que les cas modalités représentent les cas groupes qu'on aura. C'est pour cette raison on dit que c'est une technique supervisée. Pourquoi? Parce que on sait combien on a de modalités dans la variable dépendante. Et automatiquement, ces modalités vont représenter par la suite les classes qu'on aura. On dit que c'est une technique supervisée parce qu'on sait à l'avance le nombre de classes ou le nombre de groupes. Non, on n'a qu'un modalité au niveau de la variable à expliquer la variable dépendante, et ces cas modalités représentent les cas classes qu'on aura. Et par la suite, on réalise une partition de l'ensemble des individus. Donc, si on va récapituler notre tableau de données, on aura n, c'est le nombre total d'observations, qui doit dépasser le p, généralement, qui est le nombre de variables explicatives. Et le k, c'est le nombre de groupes ou le nombre de classes. Et nk, c'est le nombre d'observations qui appartient au groupe K, par exemple. Si je vais dire, par exemple, on a 3 groupes, et je vais dire, par exemple, l'observation 17.3. 17.3, c'est l'observation numéro 17 qui appartient au groupe 3. Donc, on peut avoir un individu donc, qui appartient au groupe donc 3, on peut avoir un individu qui appartient au groupe 2, un autre qui appartient au groupe 1. Donc, chaque individu, on va avoir, par exemple, un numéro pour cette personne, et la personne doit appartenir, donc on va le voir parmi les conditions de l'AFD, c'est qu'une personne doit figurer seulement dans un seul groupe. On ne peut pas avoir une personne dans 2 groupes. On doit avoir un minimum de groupes, et la personne ne peut pas être affectée à 2 groupes. Il appartient à un seul groupe. Donc, l'analyse discriminante connue en pratique sous l'appellation scoring, elle n'a pas objectif, non pas de faire la classification, parce que la classification, on a déjà le nombre de classes, mais de déterminer la contribution des variables qui permettent d'expliquer l'appartenance d'un individu à un groupe. On a déjà les classes, mais sur quelle base on peut définir les classes? Autrement, sur quelle base je vais me baser pour dire que j'aurai 3 groupes homogènes ou j'aurai 4
groupe homogène. Donc, sur quelle base je vais revenir et je vais dire, par exemple, j'ai 2 classes ou 3 classes. Si je prends l'exemple que je viens de citer de la banque, par exemple, pour le scoring au niveau de la banque, on cherche donc à avoir 2 classes, les solvables et les insolvables, c'est-à-dire les bons payeurs et les mauvais payeurs. Dans cette partie, j'aurais besoin de savoir, avec le scoring, quelles sont les variables ou les critères qui me permettent de dire ce client est un bon payeur et quels sont les critères qui me permettent de dire ce client est un mauvais payeur. Ces critères, ce sont les éléments que vous ramenez dans votre dossier de crédit. Donc, les critères qui permettent à la banque de dire est-ce que c'est un bon payeur ou un mauvais payeur, ce sont les critères qui vous permettent donc d'être affecté à une classe, soit la classe des solvables ou les classes des insolvables. Donc, la classification est faite à l'avance sur la base de ce qu'on appelait l'échantillon d'apprentissage. Mais l'objectif de scoring, c'est de déterminer quelles sont les variables explicatives, c'est-à-dire quelles sont les variables qui me permettent de faire la classification. Donc, l'objectif, c'est pas de faire la classification, mais c'est de déterminer premièrement les variables qui permettent de faire cette classification. Et par la suite, lorsqu'on aura un nouvel individu, c'est-à-dire une nouvelle observation, je peux l'affecter à une classe parmi les classes. Donc, on dit qu'il s'agit d'une technique supervisée, une technique de classification supervisée parce que le nombre de classes, il est défini à l'avance. Elle est définie à l'avance sur la base de ce qu'on appelait l'échantillon d'apprentissage. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de la banque, tant qu'on a utilisé au début, donc je vais le reprendre. L'exemple de la banque, on a 2 classes. On a soit solvable, c'est-à-dire bon payeur, ou un mauvais payeur. Donc, on a déjà défini à l'avance le nombre de classes. Nous cherchons à savoir, lorsqu'un nouveau client se présente à la banque pour avoir un crédit bancaire, est-ce que c'est un bon payeur ou un mauvais payeur? Est-ce qu'il va rembourser l'argent ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il est solvable ou insolvable? Et la question qui se pose, quelles sont les variables qui me permettent de déterminer est-ce que donc, ce client est solvable ou non? Donc, les variables qui me permettent de déterminer est-ce que c'est solvable ou non, ce sont les critères de classification. Et on se base sur un échantillon d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'échantillon d'apprentissage? Par exemple, au niveau de la banque, ils ont dans leur data warehouse, c'est-à-dire la base de données centralisée, l'ensemble des clients qui ont déjà bénéficié d'un crédit bancaire. Dans le data warehouse de l'entreprise, de la banque, ils ont donc, une base de données qui est composée d'un ensemble de clients qui ont déjà bénéficié d'un crédit bancaire. Et sur la base des clients qui ont déjà bénéficié d'un crédit bancaire, on a une partie qui a remboursé, c'est-à-dire qui était solvable, une partie qui n'a pas remboursé, qui ne sont pas solvables, c'est-à-dire les mauvais payeurs. Et en analysant ces payeurs et ces mauvais payeurs, on peut détecter quelles sont les variables qui permettent de faire la différence entre un bon payeur et un mauvais payeur. Nous, on a déjà les 2 classes, donc on détecte quelles sont sur la base de l'échantillon d'apprentissage, c'est-à-dire la base de données des anciens clients qui ont déjà bénéficié d'un crédit bancaire, quels sont les critères qui permettent de dire est-ce que c'est un bon payeur ou un mauvais payeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait la différence entre ceux qui ont remboursé et ceux qui n'ont pas remboursé. Est-ce que le salaire, est-ce que l'âge, est-ce que la fonction, est-ce que le nombre de personnes à charge, ça dépend donc des éléments qu'on aura au niveau de l'étude. Et donc, ce sont ces éléments qu'on ramène normalement, par exemple, dans un dossier de crédit. C'est la raison pour laquelle on parle d'une technique qui est supervisée parce que le nombre de classes, elle est défini à l'avance. Elle est définie à l'avance sur la base d'un échantillon d'apprentissage. Et l'échantillon d'apprentissage, donc, c'est l'échantillon qui va nous servir à faire la classification. Mais nous, on cherche, à travers cet échantillon, de déterminer les variables les plus explicatives, c'est-à-dire les variables qui nous permettent de faire la classification. Donc, 3 objectifs principaux au niveau de l'analyse discriminante. Premièrement, de déterminer les variables explicatives les plus discriminantes parmi l'ensemble des variables et qui vont nous servir à faire la classification. Deuxièmement, c'est de déterminer à quel groupe appartient un individu en fonction de ses caractéristiques. Par exemple,
si je reviens à notre dernier exemple de la banque, si je vais faire la classification, j'aurai les solvables, insolvables. Je vais fixer comme quoi il y a 5 variables explicatives. Le salaire, nombre de personnes à charge, l'expérience, euh, par exemple la catégorie professionnelle ou la fonction, le sexe, n'importe quelle autre variable. C'est seulement pour prendre des variables. Lorsqu'on aura un nouveau client qui se présente pour avoir un crédit bancaire, je vais lui demander de me ramener ces variables, c'est-à-dire de ramener une attestation de salaire, attestation de travail pour la fonction, nombre de personnes à charge, ainsi de suite. Ces éléments, je vais les prendre et je peux les mettre au niveau donc des fonctions discriminantes qu'on aura, et par la suite, je peux affecter cette personne à la classe à laquelle elle aura le score le plus élevé, d'où l'appellation le scoring. C'est-à-dire que lorsque le client va se présenter, j'ai 2 fonctions. J'ai ceux qui ont remboursé et ils ont formé la classe des solvables, et ceux qui n'ont pas remboursé, les mauvais payeurs, et ils ont formé la classe des insolvables. Lorsque un nouveau client se présente, je prends ces coordonnées, c'est-à-dire les éléments, les critères sur lesquels je repose, c'est-à-dire la première partie de notre analyse qui est les variables explicatives, je remplace ces coordonnées, c'est-à-dire les données qu'il nous a ramenées dans les deux fonctions, et je vais l'affecter à la classe à laquelle il aura le score le plus élevé. Donc, s'il aura le score le plus élevé avec les solvables, donc je vais dire comme quoi c'est solvable. S'il aura le score le plus élevé, c'est des insolvables, je vais dire comme quoi c'est insolvable. Donc, troisième objectif, c'est de valider la classification. Donc, ça nous permet de valider la classification, et parfois, si on a le choix entre plusieurs méthodes de classification, l'AFT, donc également un moyen pour valider cette classification. Donc, lorsqu'on parle de l'AFT ou d'analyse factorielle discriminante, on peut opter pour 2 perspectives. On parle d'une perspective descriptive et on parle également d'une approche ou d'une perspective prédictive. Donc, premièrement, pour l'approche ou la perspective descriptive, ça nous permet, comme on vient de voir, d'identifier les variables explicatives, c'est-à-dire les variables qui nous permettent de différencier les individus en groupes homogènes. Quelles sont les variables qui me permettent de distinguer et de faire, d'où l'appellation discriminante, de faire la discrimination entre les personnes. Quelles sont les variables qui me permettent de faire la discrimination entre les personnes, c'est-à-dire de faire la différence entre les personnes, d'où l'appellation la discriminance. Donc, analyse factorielle discriminante parce qu'il permet de faire la discrimination entre les personnes, c'est-à-dire de faire la différence entre les personnes. Donc, l'approche descriptive ne permet de déterminer quelles sont ces variables qui permettent de faire la différence entre les personnes dans les différentes classes qu'on a ou les différents groupes, et au minimum, ces groupes devraient être au nombre de 2. Deuxième perspective, c'est la perspective prédictive. Et cette perspective me permet de prédire l'appartenance d'un individu ou d'une personne à un groupe quelconque parmi les groupes. Si je reviens à l'exemple de la banque, lorsque j'aurai un nouveau client, la perspective prédictive va me permettre d'affecter ce client soit à la classe des solvables, soit à la classe des insolvables. Donc, 2 perspectives. La première, c'est descriptif, ça me permet de déterminer quelles sont les variables discriminantes, c'est-à-dire les variables qui permettent de différencier les individus en groupe. Et la deuxième perspective, c'est prédictif, ça me permet de prédire l'appartenance d'un nouvel individu, c'est pas un individu de l'échantillon d'apprentissage, un groupe parmi les groupes qu'on a, qui peut être 2 ou 3 ou 4, en fonction des modalités qu'on a au niveau de la variable dépendante. Donc, la perspective discriminante, il permet de déterminer le nombre de variables explicatives qu'il faut prendre, où on fait appel à des transformations linéaires sur l'ensemble des variables explicatives de façon à créer ce qu'on appelle des fonctions canoniques discriminantes. On voit que SPSS va nous créer automatiquement ces fonctions. Nous, on doit seulement valider notre modèle. Donc, on fait la transformation des variables initiales
à des fonctions canoniques discriminantes. C'est comme le principe qu'on a fait avec l'ACP. On a commencé avec des variables initiales et on a fait la transformation de ces variables à des facteurs ou des dimensions au nombre qui est réduit. Hein. C'est le même principe. Là, on va faire la transformation des variables initiales à des fonctions canoniques discriminantes qui nous permettent de faire la différenciation ou la discrimination entre les personnes. Et là, on a parlé, si vous vous rappelez, au début de cette séance, on a dit comme quoi c'est que le nombre de variables devrait être inférieur au nombre de personnes ou d'individus. Une des conditions, c'est que le n devrait être supérieur à p. Avec n, c'est le nombre de personnes qu'on a au niveau de notre échantillon. Et le p, c'est le nombre de variables. La pondération, on a dit que nous allons faire la transformation des variables en fonction donc discriminantes canoniques. La pondération des variables à des fonctions discriminantes canoniques est faite de façon à maximiser donc l'écart entre les groupes, c'est-à-dire à rendre des groupes beaucoup plus hétérogènes. On cherche à avoir les groupes, les personnes hétérogènes entre les groupes, mais intra-groupes, d'avoir des personnes qui sont homogènes. Donc, au sein du même groupe, on doit avoir des personnes qui sont homogènes et d'un groupe à un autre, on doit avoir des personnes qui sont hétérogènes. Et le nombre maximal qu'on peut avoir de fonctions canoniques, il est pris avec la règle suivante. On prend le minimum ou la valeur la plus petite entre les deux, soit le nombre de variables, soit le nombre de groupes moins 1, c'est-à-dire le K-1. Soit on prend K-1, donc fonction, soit on prend le nombre de variables explicatives qu'on a. Généralement, on fait appel à la deuxième, c'est-à-dire le K-1. Pourquoi? Parce que généralement, on aura le nombre de groupes inférieur aux variables explicatives. Ce qui fait, si je vais faire le K-1, ça sera toujours inférieur au nombre de variables explicatives. Donc, le nombre de maximum de fonctions discriminantes qu'on peut prendre et il est pris avec la règle minimum entre soit nombre de variables, soit donc la fonction, soit le K-1, c'est-à-dire le K c'est le nombre de groupes, moins 1, et généralement tant que le nombre de groupes ou le nombre de classes il est généralement inférieur au nombre de variables, donc on peut donc dire comme quoi généralement on fait appel à la règle K-1. Alors maintenant, dans la perspective descriptive, nous cherchons à affecter des personnes à une classe, parmi les classes définies à l'avance, parce qu'on a une technique de classification supervisée, les classes définies à l'avance ou les groupes sont définis à l'avance, et on va affecter une personne à cette classe. Pour ce faire, on se base sur le score qu'il aura la personne, d'où l'appellation de scoring. Donc, chaque individu, on calcule pour cette personne son score en fonction des variables discriminantes. Et par la suite, on peut calculer pour cette personne son score. Et par la suite, on peut voir est-ce que le score qu'elle a l'affecte à la classe, au groupe 1, au groupe 2, au groupe 3. Donc, on a les variables explicatives. Par exemple, ici, je prends un exemple avec 3 variables explicatives, x1, x2, x3. Et j'aurai pour chaque personne son score déterminant, qui sera comme une fonction de régression, l'équation qu'on a fait au niveau de la régression, A1x1 plus A2x2 plus A3x3 plus la constante. Si j'aurai le score 2, déterminant 2, j'aurai les mêmes variables, x1, x2, x3, parce que si je reviens à l'exemple de la banque, les clients vont ramener le même dossier. Mais ce qui va changer d'un client à un autre, ce sont ses coefficients. C'est-à-dire que pour le score discriminant, 2, ça ne sera pas A1, ça sera B1, X1, B2, X2, B3, X3, plus une deuxième constante. Et la personne sera affectée, on peut prédire l'appartenance de la personne à un groupe en fonction de son score. On va essayer de faire un exemple pour comprendre. Exemple, remarquez avec moi, on va traiter la solvabilité d'emprunteurs auprès d'une banque. Est-ce qu'on a donc les clients, est-ce que le client qui va venir, est-ce qu'il est solvable ou non?
nous cherchons à évaluer ça. Donc, premièrement, on peut faire appel au scoring. Pourquoi? Parce que la variable dépendante ici, c'est quoi? C'est la solvabilité, qui est une variable qualitative. Soit oui, soit non. Soit la personne est solvable ou insolvable. Autrement, le client, deux modalités. Soit elle est un bon payeur ou un mauvais payeur. Donc, la première des choses, la première condition, on a une variable dépendante, on va expliquer, qui est qualitative, qui comporte deux modalités, c'est-à-dire on a combien de classes? Deux classes. Deux modalités, on a deux classes, les solvables, les insolvables. On va les analyser en fonction d'un certain nombre de variables. Par exemple, ici, on va prendre quatre variables, mais on peut avoir plusieurs. Par exemple, on va analyser la solvabilité ou évaluer la solvabilité des personnes et la fiabilité de la personne qui va demander le crédit en fonction de son revenu, par exemple, ou ses revenus, c'est là plusieurs, de nombre de personnes à charge, c'est-à-dire nombre d'enfants ou autres, et s'il a des encours de crédit, il détient, par exemple, l'expérience en ancienneté dans son emploi, ça peut être type de contrat également, on peut avoir plusieurs variables. Le plus important, là, on a pris quatre variables explicatives, seulement quatre variables. Ce qui fait, le groupe A, si on va supposer qu'on a dit qu'on a deux modalités au niveau de la variable, ce qui fait on a deux groupes. Le groupe A, si on va on va prendre que c'est le groupe des bons payeurs, c'est-à-dire les solvables. Et le groupe 2, un mauvais payeur, qui comporte le client qui sera un mauvais payeur, c'est-à-dire les insolvables. Donc, on aura deux scores discriminants. Si on va noter le score discriminant 1, F1, et on va noter le score discriminant 2, F2, donc avec le F1, c'est les solvables, et le F2, c'est les insolvables, ben le F1, ça sera A1X1 plus A2X2 plus A3X3. Et dans notre cas, il faut prendre, si on va prendre même l'ancienneté, il faut ajouter le A1X4, A4X4 plus la constante. Et le F2, ça sera B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X3 plus la constante. Et comme ça, j'aurai le score sur la base de notre échantillon d'apprentissage. J'aurai les deux scores. Et si un nouveau client se présente, on va prendre le cas de deux clients. Si je prends le client alpha, par exemple, le premier client alpha, il se présente à la banque, il ramène ce qu'on a demandé de lui comme dossier de crédit qui représente les critères de fiabilité, qui sont les variables explicatives dans le cadre de l'analyse discriminante. On remplace ces valeurs, donc les valeurs qu'il a ramenées, ce sont les mêmes, remarquez. Mais c'est le coefficient qui change d'un score discriminant à un autre. Lui, il va ramener les x1, x2, x3, x4. On les remplace dans les deux fonctions. Et si on trouve que le F1 est inférieur à F2, c'est le cas pour le client alpha. F1 inférieur à F2, F1 c'est les insolvables et F2 c'est F1 pardon, c'est les solvables et F2 c'est les insolvables. C'est-à-dire que le F2 est supérieur au F1, c'est-à-dire qu'il a le score le plus élevé dans la partie des insolvables. Donc on peut dire que c'est un client qui est insolvable. Mais si on va prendre un deuxième client, un deuxième cas, on a un client bêta, on a trouvé que d'après ce qu'il a ramené comme dossier, on a trouvé que F1 est supérieur à F2. Ben dans ce cas, le score le plus élevé, c'est le score des solvables. On peut dire qu'il s'agit d'un client qui est solvable. Donc, remarquez que l'objectif de prédire sur la base des variables explicatives et sur la base des fonctions discriminantes qu'on a. Donc, c'est seulement et sur la base des scores discriminants qu'on va calculer. Donc, ça, c'est seulement un exemple pour comprendre cette partie de discrimination et de prédire. C'est-à-dire que prédire un nouvel individu, un nouveau client sur la base des deux. Donc, là, on va faire la prédiction sur la base de quoi? Sur la base des scores discriminants qui sont déterminés après la validation de notre modèle, c'est-à-dire après la validation des variables explicatives. Parce que la première étape, c'est de valider les variables explicatives. Dès qu'on valide les variables explicatives, on peut former notre modèle et lorsqu'on fait former notre modèle, on peut donc revenir donc, à la partie de prédiction et on peut faire la prédiction facilement. Je ne sais pas si
c'est clair. Donc, avant de passer à l'étape suivante, je vais voir s'il y a des commentaires. Sinon, je passe à la partie d'analyse. C'est bon, je ne sais pas si c'est clair. Donc, les caractéristiques qu'on a au niveau de l'analyse discriminante, c'est qu'on a un ensemble de groupes qui sont au minimum 2. Donc, on doit avoir un minimum de groupes. Avec les individus qu'on a au sein des mêmes groupes, sont des personnes qui sont homogènes, et d'un groupe à un autre, on a des personnes qui sont hétérogènes. Et on doit avoir donc une différence qualitative entre les groupes, c'est-à-dire qu'on doit avoir une différence significative entre les groupes, parce que sinon on dit qu'il s'agit des mêmes groupes. Et les groupes sont définis à l'avance, parce que c'est une technique supervisée. Elle est supervisée par le chercheur. Et la sélection de variables, c'est l'étape la plus délicate et c'est l'étape la plus importante. Nous, on a déjà le nombre de groupes définis à l'avance. Ce qu'il faut avoir, c'est les variables qui permettent de définir ou de faire la discrimination et de faire la séparation entre les groupes. Donc, la sélection des variables discriminantes, c'est la tâche la plus difficile au niveau de cette partie, avec un minimum de groupes et un autre minimum, c'est d'avoir 2 personnes ou 2 individus par groupe. Je ne peux pas dire que le groupe est une seule personne. Donc, on parle d'un minimum de 2 groupes. Je peux avoir 2 groupes, 2 classes ou 3 classes, ainsi de suite. Et dans chaque classe, je dois avoir un minimum de 2 cas, 2 observations par classe ou par groupe. Donc, on peut avoir 2 groupes au minimum et avec un minimum 2 personnes ou 2 individus par classe. Les 2 conditions, également les conditions pour l'application de l'AFD. Donc, premièrement, on a dit que la variable dépendante devrait être une variable qui est qualitative et les variables explicatives doivent être quantitatives. Et la pondération est-elle fixe? Non, rien n'est fixe, attention. Le fait de dire qu'elle est fixe, c'est-à-dire, nous, lorsqu'on va, l'objectif, je vais le passer, on va le voir directement après. Nous, on doit fixer, on doit plutôt préciser le critère de pondération. Lorsqu'on va valider le modèle, on va préciser les critères de pondération. Nous, lorsqu'on va définir les critères de pondération et on va valider le modèle, qu'est-ce qui se passe? C'est que automatiquement, on aura deux ou 3 scores discriminants. Et nous, on va faire que la prédiction par la suite. Donc, la première étape, c'est de valider le modèle. Et dans la validation de modèle, on définit les critères de pondération des groupes d'apprentissage, c'est-à-dire on doit définir les variables explicatives ainsi de suite. Et par la suite, l'étape qui vient après, c'est seulement la prédiction. La prédiction vient en aval de la partie de validation de modèle, c'est-à-dire la validation de modèle se fait à l'avance et automatiquement la pondération et la définition des variables explicatives et des critères de pondération se fait à l'avance. Donc, je ne peux pas dire, parce que le terme est-elle fixe tirée? Je sais pas. Pour moi, donc, elle est définie à l'avance. Donc, elle est validée. C'est vous que vous allez valider les critères de validation, donc de pondération et les variables explicatives. Et par la suite, on trouve que donc la partie de prédiction. Donc, tout le travail se fait dans la première partie, la partie où vous devez valider votre modèle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question là ou non. Aller plutôt. Donc, la première partie, c'est la partie la plus importante et la prédiction vient seulement après. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sinon, si je n'ai pas bien saisi votre question, merci de la reformuler. Je suis là pour répondre. Donc, le plus important, c'est de faire passer le message. Donc, on a dit que les variables ne devraient pas être corrélées entre elles. C'est le problème de multicollinéarité qu'on a traité avec l'ACP. C'est le même principe. On doit avoir des variables explicatives qui ne sont pas corrélées entre elles. Si on a des variables explicatives qui sont corrélées, on dit que vaut mieux passer par une ACP en premier lieu
Et par la suite, on peut faire l'analyse discriminante. On cherche à avoir des variables explicatives, comme c'était le cas avec l'ACP, non corrélées. C'est-à-dire, un des points à vérifier, c'est de vérifier ce point de multicollinéarité, toujours. Il ne faut pas avoir des variables corrélées. S'il y a des variables corrélées, on dit qu'il faut les regrouper dans des axes. Et pour les regrouper dans des axes, il faut faire appel à l'ACP. C'est pour cette raison, lorsqu'on a introduit les méthodes et les familles de méthodes, on a dit que les méthodes sont des méthodes qui sont complémentaires. Donc, je peux, dans le cadre d'une analyse discriminante, faire appel à une ACP en premier pour déterminer, donc si je trouve qu'il y a des variables qui sont corrélées, c'est-à-dire il y a le problème de multicollinéarité, de déterminer donc, ou de former des axes sur la base de ces variables donc, qui sont qui sont corrélées entre elles. Donc, deux conditions, donc les variables devraient être quantitatives et ne devraient pas être corrélées entre elles. Maintenant, pour répondre à la question maintenant, même pour avancer la question, on a dit qu'il faut valider votre modèle. Et par la suite, il vient la prédiction, c'est la dernière étape. Donc, la validation de modèle dans laquelle on définit les critères et les variables explicatives, parce qu'on a dit que la tâche la plus délicate et la plus difficile, c'est de définir quelles sont, parmi l'ensemble des variables qu'on a, les variables les plus explicatives. Si je reviens à l'exemple de l'avant, sur quoi je vais me baser? Sur quoi je vais me baser pour dire que donc ce sont les critères de solvabilité pour moi. Parce que, comme vous savez très bien, c'est possible qu'il y ait des banquiers parmi vous qui sont mieux placés que moi. Et on peut avoir le même dossier de crédit qui sera rejeté par la première banque et sera accepté par deuxième. Parce que les critères de décision ne sont pas les mêmes. Parce que les variables explicatives autrement ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui fait le même dossier de crédit sera accepté par la première banque ou rejeté par la deuxième ou l'inverse. Rejeté par la première banque et accepté par la deuxième. Pourquoi? Parce que les critères de classification ne sont pas les mêmes. Donc, la première des choses, c'est de préciser quels sont ces critères de classement. Et pour ce faire, on doit valider notre analyse. Et pour valider notre analyse et de préciser les critères de classification et de discrimination, on dit que l'analyse discriminante se fait en 3 étapes. La première étape, c'est de vérifier qu'il existe effectivement une différence entre les groupes. On a dit que nous cherchons à avoir une différence significative, une séparation significative et qualitative des groupes, c'est-à-dire effectivement de dire que, alors au sein des mêmes groupes, certes, on a des personnes qui sont homogènes, mais en passant de groupe à un autre, je trouve des personnes qui sont complètement différentes, c'est-à-dire des personnes qui sont hétérogènes. Donc, la première des choses, c'est de dire effectivement qu'il y a une différence entre les groupes. Parce que s'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas des groupes. Alors, le groupe 1, c'est comme le groupe 2, donc il y a un seul groupe. Donc là, la première des choses, c'est de vérifier qu'il existe une différence entre les groupes. Et la deuxième, c'est de valider votre étude et par la suite, de valider la qualité de votre modèle, c'est-à-dire de valider la qualité de représentation ou de placement de personnes. Donc, 3 étapes. La première étape, on fait appel à la vérification de différence des groupes. La deuxième, on analyse, on valide notre étude, notre analyse discriminante. Et la troisième, on analyse la qualité de notre modèle à travers la qualité des personnes qui sont bien placées, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par bien placées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a parmi les insolvables des personnes qui sont solvables et qu'on a mal affectées et qu'on a affectées parmi les insolvables, ou parmi les insolvables, il y a des solvables qu'on a donc mal affectés. Hein. Donc là, on juge la qualité de représentation ou la qualité de placement. 3 étapes. Et pour chaque étape, on fait appel à des indicateurs statistiques, comme ce qu'on a fait avec la régression multiple ou la régression, on a fait le coefficient de détermination, coefficient de corrélation, ainsi de suite, et la signification toujours, qui représente la marge d'erreur fixée donc par convention au niveau international à 5%, 0,05. Donc, on fait appel donc, à des indicateurs, comme ce qu'on a fait également avec l'ACP. On fait appel également ici à des indicateurs statistiques. 1, pour vérifier l'existence de différences entre les groupes. 2,
pour valider notre étude, et troisièmement, pour juger la qualité de la présentation, c'est-à-dire juger la qualité de placement des observations des individus que vous avez au niveau des classes. Ce sont les trois étapes, et pour chaque étape, j'ai bien dit qu'on fait appel euh, à des indicateurs statistiques que nous allons voir. Je vais voir seulement un commentaire. Parfois, ce sont des mêmes critères de discrimination, mais la pondération qui va donner exactement. On peut avoir, attention, pour répondre à la question d'Abdelali, il a dit comme quoi, parfois ce sont des mêmes critères de discrimination, mais la pondération qui va donner des scores différents. Attention, c'est le cas que je viens de donner, par exemple, au niveau de la banque. Vous prenez le même dossier de crédit, c'est-à-dire c'est les mêmes critères de classification, les mêmes critères de discrimination, mais qui ne donnent pas le même score. Vous serez accepté pour la première banque et vous serez rejeté dans la deuxième, ou l'inverse. Remarque, ça confirme que c'est les mêmes critères, le même dossier de crédit, c'est-à-dire les mêmes critères de discrimination. Mais la pondération n'a pas donné le même score. Est-ce que c'est clair? C'est Abdelali. Donc, pour Abdelali, il a dit comme quoi, parfois ce sont des mêmes critères de discrimination, mais la pondération va donner des scores différents. Effectivement, parce que on a pris l'exemple de la banque. Vous prenez le même dossier de crédit, c'est-à-dire les mêmes critères de discrimination, les mêmes variables explicatives dans notre cas, mais qui vont donner deux scores différents. Pourquoi? Parce que la pondération n'est pas la même. Et la question qui se pose, ou la question, est-ce qu'on a le même échantillon d'apprentissage sur lequel on a, donc sur la base duquel on a défini les critères de pondération? Ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que ce sont les mêmes critères de pondération? Ce ne sont pas les mêmes critères. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même échantillon d'apprentissage. Mais si on a les mêmes critères, on aura le même échantillon. Est-ce qu'on n'aura pas le même score? Forcément, on aura le même score. Mais l'échantillon d'apprentissage n'est pas le même. Je ne sais pas si c'était une question, une remarque, mais je ne sais pas si j'ai bien clarifié ce point, si Abdelali ainsi que les autres. Sinon, donc, on a encore 5 minutes. Donc, je peux avancer et je peux développer davantage ce point. C'est bon. S'il y a donc une remarque ou une question, donc la première des choses, on a dit que c'est de vérifier la différence entre les groupes. Donc, on dit que généralement, pour bien comprendre, l'AFD, l'analyse factorielle discriminante, consiste à séparer une population à des sous-populations, un groupe à des sous-groupes, en fonction de plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire en fonction de plusieurs critères, qu'on appelle, nous, les variables explicatives. Le chercheur lui-même, il est appelé non pas à faire la classification, mais à interpréter la façon dont les groupes seront différents, la façon avec laquelle les groupes se diffèrent. Donc, à quelle base je vais me dire qu'il y a une différence entre le premier groupe et le deuxième groupe? Quels sont les critères qui me permettent de définir les différences entre les groupes? Donc, autrement, il doit répondre à la question, est-ce que les groupes obtenus ou les groupements obtenus même, est-ce qu'ils présentent les mêmes moyennes ou ils présentent des moyennes qui sont significativement différentes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils présentent les mêmes moyennes, et dans ce cas, on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre les groupes, ou il y a une différence entre les moyennes des groupes. Donc, on doit analyser, est-ce qu'il y a une différence entre les moyennes des groupes? On n'a pas de différence entre les moyennes de groupes. C'est-à-dire, si je reviens, moyenne de salaire de cette classe et la moyenne de salaire de la deuxième classe. Moyenne de 3 000 dirhams, ce n'est pas la moyenne de 12 000 dirhams. Donc, la moyenne en termes des critères. Donc, est-ce que les groupes, on cherche premièrement, est-ce que les groupes obtenus présentent des moyennes qui sont significativement différentes? S'ils ne présentent pas des moyennes qui sont significativement différentes, c'est comme si on a le même groupe. Je peux pas, par exemple, j'ai donné l'exemple salaire de 3 000 dirhams et salaire de 12 000 dirhams, moyenne de 3 000 et moyenne de 12 000. Mais moyenne de 3 000 et moyenne de 3 400, 3 300, il n'y a pas une différence significative. Bien sûr. Parce que c'est un des défauts, c'est une pour
pour lire pour vous le commentaire, donc c'est toujours l'échantillon d'apprentissage. Il a dit à Ghali, c'est toujours c'est toujours l'échantillon d'apprentissage qui va guider la détermination de cette pondération. C'est normal parce que, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un des défauts, c'est parce que c'est une technique supervisée. Vous avez défini à l'avance les classes et vous avez défini sur la base de votre échantillon d'apprentissage. Est-ce que c'est clair, hein? Parce qu'on a dit qu'au niveau de la banque, on se base sur le data warehouse qu'on a au niveau de data warehouse des anciens clients qui ont déjà bénéficié. Donc, c'est cet échantillon qui nous a permis de faire le classement. Est-ce que je vais refaire le classement? Non. Moi, je vais affecter un nouvel individu à une classe parmi les classes. Donc, c'est l'échantillon d'apprentissage qui fait la différence, bien sûr. C'est bon, parce que si c'est les mêmes critères, attention, mais ce n'est pas toujours le même critère qu'on a. Tu peux avoir les mêmes critères, donc une étude, et non pas les mêmes une autre, par exemple. Si je reviens à l'exemple de la banque, tant que c'est l'exemple le plus simple et celui qu'on a utilisé depuis le début de cette séance, depuis qu'on a entamé cette séance, est-ce que c'est les mêmes critères dans toutes les banques? Est-ce que toutes les banques demandent, par exemple, dans le dossier de crédit, ils demandent la même chose? Pas forcément. On peut avoir un critère qui change d'une banque à une autre. Donc, on a dit que si c'est les mêmes critères, là, je peux dire que c'est l'échantillon qui est décisif dans ce cas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut changer. Donc, et on peut avoir des critères qui changent donc, d'une étude à une autre. Hein. C'est bon? Donc, on a dit que la première étape, c'est de vérifier la différence entre les groupes, c'est-à-dire qu'il existe des différences entre les groupes. Et pour ce faire, on doit analyser certains indicateurs statistiques. Donc, on fait appel à l'analyse de la moyenne et des variances. On fait appel à l'analyse des tests de Fisher, parce que c'est Ronald Fisher qui a développé ou qui a introduit la méthode d'analyse discriminante le premier jour en 1936, si je ne me trompe pas dans la date. Le troisième critère, c'est le lambda de Wilks. Les trois critères qui me permettent donc de dire est-ce qu'il existe effectivement une différence entre les groupes et qu'effectivement, on a 3 groupes ou la 2 groupes ou la 4 groupes. Donc, de vérifier qu'effectivement, il y a une différence entre les groupes, c'est de vérifier la classification. Pour ce faire, on fait appel à certains indicateurs. Premièrement, la moyenne, qui représente l'indicateur tendance centrale. Je compare les moyennes entre les groupes. La variance, qui représente un indicateur de dispersion. Le F de Fisher ou le test de Fisher. Et le lambda de Wilks. Bon, je vais revenir à cette partie d'interprétation en détail lorsqu'on va faire l'exemple avec SPSS la séance prochaine. Donc, le lambda de Wilks, c'est une statistique qui compare simultanément plusieurs moyennes en mesurant l'inertie intraclasse par rapport à l'inertie globale. Parce qu'au sein d'une même classe, on a dit on cherche à avoir des groupes qui sont homogènes. Par rapport au global, on a des personnes qui sont hétérogènes. Parce que d'une classe à une autre ou d'un groupe à un autre, on a des personnes qui sont hétérogènes. Donc, le lambda de Wilks permet de déterminer l'inertie intraclasse par rapport à l'inertie globale. Donc, c'est la formule qu'on a, même si on va voir que le logiciel le calcule automatiquement pour nous, c'est seulement pour expliquer le principe de lambda de Wilks. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'il y a une différence et quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de différence? Autrement, quand est-ce qu'on dit qu'il y a influence et quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'influence en se basant sur les 3 critères dont j'ai parlé, à savoir la moyenne et la variance, le F de Fisher et le lambda de Wilks. Généralement, je disais bien généralement, ça peut, donc vous trouvez dans, par exemple, au lieu de 0,9, par exemple, pour lambda de Wilks, vous trouvez 0,8 ou notre valeur, mais généralement, on dit que pour dire qu'effectivement, il y a une différence entre les groupes, il faut que les moyennes d'un groupe à un autre changent, ou les moyennes d'une classe à une autre changent. Et les variances d'un groupe à un autre, on trouve qu'ils changent et qu'ils varient. Donc, il y a un changement de moyenne et changement de variance. D'un groupe à un autre, on trouve que des variances différentes et des moyennes différentes. Si ce n'est pas le cas, on dit qu'il n'y a pas de différence entre les groupes et il y a une similitude entre les groupes. Donc, ça, c'est pour le premier, donc l'analyse, donc le premier critère. Le deuxième critère, c'est le F de Fisher. On doit avoir une valeur de F de Fisher élevée et significative, c'est-à-dire sa signification tend vers 0. Et deuxièmement,
Si ce n'est pas le cas, on dit qu'on n'a pas de différence entre les groupes. C'est-à-dire que si on a une signification qui est supérieure à 0,05, on dit que ce n'est pas significatif. Il n'y a pas de différence entre les groupes. Le lambda de x, on cherche un lambda de x le plus fort, donc le plus élevé possible. On cherche que tant qu'il varie entre 0 et 1, on cherche qu'il soit donc supérieur ou égal à 0,9. Hein. Donc on cherche que donc, il soit donc, dans ce cas. Si ce n'est pas le cas, donc on dit qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, c'est pour la validité de l'étude. Donc, on analyse le test de box, on analyse la corrélation globale et par la suite, on analyse le lambda de Willis. Ça également, je vais revenir à ça avec les chiffres parce qu'avec l'exemple qu'on va traiter, je vais revenir en détail avec les deux exemples qu'on va traiter, je vais revenir en détail. Donc, pour valider l'étude, on revient au M2 box, la signification, ainsi de suite. Je reviens à ces points. La corrélation également, et qui doit être proche de 1 pour avoir un modèle qui est meilleur. Et également le pourcentage des personnes qui sont bien classées ou bien placées pour valider la qualité de votre modèle. On dit que ça doit dépasser les 70%, voire avoir plus que 80% des personnes qui sont bien classées. Donc, ce sont les trois étapes auxquelles on va revenir en détail la séance prochaine lorsqu'on va passer directement à l'analyse avec des exemples avec le logiciel SPSS. Je ne sais pas si vous avez des questions parce que je vais laisser les exemples pour la séance prochaine. J'ai essayé de basculer rapidement dans ces trois parties. Je vais revenir à cette partie en détail. La séance prochaine, on va analyser ces trois étapes. La séance prochaine, donc, ces trois étapes, on va les analyser la séance prochaine avec les deux exemples. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de mettre fin à notre séance d'aujourd'hui. Hein. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va mettre fin à notre séance d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah, qui sera probablement à la même heure, le même jour. Et on va voir les exemples et on peut discuter en détail donc, les éléments qu'on a traités aujourd'hui théoriquement. On peut les voir chiffrés avec les résultats qui seront donnés par SPSS. Merci à vous et à la séance prochaine.